Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Au quotidien sur LMTV Sarthe. Nous sommes le vendredi 6 juin et nous allons évidemment vous parler des 24 heures puisque nous sommes en plein dans cette période faste. En tout cas, nous rentrons de plein pied dedans. Si vous êtes au Mans ce week-end, vous le verrez forcément avec le pesage et la journée test. Alors, à quoi s'attendre pour cette 93e édition? Une bonne question que nous allons détailler avec Bruno Palmet, notre présentateur préféré de Plus belle ma Sarthe, mais aussi et surtout expert en sport mécanique. Et puis dans la suite, on a besoin d'air, besoin de verre. Et si c'est le cas, bonne nouvelle puisque ce week-end, vous avez rendez-vous au jardin et même dans la cité Plantagenet, on peut découvrir de merveilleux lieux de nature. On en parle avec Eileen Char, présidente d'Entre Cours et Jardins. Mais avant cela, place à l'actu du jour. Au sommaire de ce vendredi 6 juin, la folle semaine des 24 heures s'annonce. Le Mans qui s'agite. Les festivités commencent avec le pesage place de la République au Mans. Mais au fait, comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Qu'est-ce qu'on y fait? Nous nous sommes posé la question et nous vous y répondrons dans quelques instants. Le pesage, c'est aussi la montée de l'adrénaline dans le public et pour les pilotes, vous le verrez. Et puis c'est aussi l'occasion de parler automobile à travers la bande dessinée. Et puis enfin, Plein Champ ouvre ses portes dans moins d'un mois et nous vous montrons les premières images d'une des expositions, symbole de l'importance de la culture pour la ville. On ouvre ce journal avec ce vendredi la grande semaine des 24 heures qui est lancée avec le pesage. C'est le début donc de cette 93e édition. 63 voitures vont être engagées et avant de se rendre sur le circuit, ils doivent passer une étape cruciale, celle du pesage, place de la République. Vous l'avez suivi tout ce vendredi et vous la suivrez également ce samedi sur notre antenne en intégralité. Mais alors, c'est quoi le pesage concrètement? Comment est-ce que cela fonctionne? Élément de réponse avec Alexandre Ferrer et Anthony Piton. Avant de se lancer sur la piste, les 62 bolides passent sur la balance. Mais le pesage, ce n'est pas qu'une question de poids. La sécurité, c'est le leitmotiv dans toutes les courses, dans tous les cas. La priorité, c'est numéro 1. Et après, il y a tout ce qui est l'application du règlement. Alors, il y a le règlement sportif avec, par exemple, des autocollants, des choses comme ça. Mais il y a surtout le règlement technique dans lequel il faut qu'ils remplissent le règlement technique de chaque catégorie. Alors, il y a la catégorie Hypercar, la catégorie LMGT3 et LMP2. Donc, dans chaque catégorie, il y a un règlement particulier à appliquer. Poids, hauteur de caisse, vérification de la sécurité, éclairage des véhicules, traction en cas d'accident ou de sortie de piste, tout est inspecté à la loupe. Objectif, garantir l'équité sportive et la sécurité en course. C'est la première vérification technique du week-end, c'est le premier bon point pour lancer notre week-end. C'est beaucoup de préparation à l'atelier, à la maison, s'assurer que les voitures sont au point, mais aussi toutes les pièces de rechange. Donc voilà, c'est le vrai feu vert du week-end et on espère que tout va bien se passer. Le moment est donc stratégique pour les écuries qui veulent éviter d'être recalées. Les pilotes, eux, profitent de l'ambiance. Je dirais que lors de mes 5 premières années, c'était beaucoup de pression. Maintenant, c'est juste de l'amusement, que du plaisir. Ça fait 11 ans d'affilée, vous savez maintenant, que je vois les mêmes personnes au pesage. Et ce sont devenus mes amis. Chaque voiture fera l'objet d'un contrôle post-course afin de garantir le respect de ce pesage. Une fois le sticker de conformité obtenu, les moteurs seront fin prêts à être allumés pour le lancement de cette 93e édition. Et vous l'avez compris, évidemment, les 24 heures, c'est parti. Mais alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine pour la 93e édition? Notre consultant de sport automobile et présentateur sur LMTV Sarthe, Bruno Palmet, est avec nous. Bonsoir Bruno. Bonsoir Colin. À la place de l'invité ce soir, parce qu'on a besoin d'éclaircissements sur cette semaine de course. Quand on voit le plateau, la liste des engagés, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette 93e édition? Secrètement, tout le monde rêve que quelqu'un batte Ferrari, puisque voilà 2 années de suite que Ferrari s'impose aux 24 heures du Mans et que Ferrari vient de gagner les 3 premières courses du championnat. Donc Ferrari est invaincu, est invincible. Et tout le monde espère que Ferrari va être battu cette année. Enfin bon nombre espère notamment Porsche, parce que ça pourrait être la 20e victoire historique de Porsche aux 24 heures du Mans. Voilà, c'est assez ouvert, hein, il y a 8 constructeurs présents dans la catégorie Rennes. Vous parliez justement de Ferrari et de la victoire donc de ces 2 dernières années. La première année au centenaire, c'était une surprise un petit peu. Et maintenant, en fait, ils sont vraiment en montée en puissance. On se demande qui peut les battre. Ouais, c'est ça, la première année, c'était coup d'essai, coup de maître, hein, on peut dire, en 2023. 2024, ils ont remis le couvert. Et puis, c'est vrai qu'ils ont dominé haut la main la course. Là, depuis le début de la saison, c'est pareil, ils sont étincelants. Hein, chaque voiture, 3 victoires.
Le niveau se rapproche et après, je dirais qu'au Mans, les cartes sont rebattues parce que c'est un circuit atypique, hein, avec une ligne droite des Hunaudières qui fait 6 km, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une course qui se déroule la nuit, comme chacun le sait. Donc voilà, les pronostics peuvent être rebattus, comme je viens de le dire. Ouais. Et quid de Toyota finalement? Parce que Toyota, avant Ferrari, était en pleine hégémonie. C'est un peu plus compliqué en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour Toyota? Moi, je vous dirais, mon pronostic, c'est pas Ferrari, je verrai bien Toyota l'emporter cette année. Ouais. Parce que Toyota, attention, on verra le lundi. Et si vous voulez, Toyota est quand même dans le coup depuis le début de la saison. Toyota est rompu aux joutes de l'endurance, connaît très bien Le Mans, bénéficie de bons stratégistes aussi dans l'équipe. Et moi, je pense que voilà, Toyota pourra à nouveau sortir du bois cette année et créer, on va pas dire la surprise, hein, parce qu'il reste quand même parmi la cohorte de favoris aux 24 heures du Mans. Mais ouais, je mettrais bien une biais sur ça reste Toyota. un pronostic engagé. On reste dans le secteur de l'hypercar. Qu'est-ce qu'on peut penser d'une équipe comme BMW également? Alors, c'est l'outsider, BMW. Alors, c'est vrai que c'est des résultats un peu K1K depuis le début de la saison. Qui arrive à se hisser sur le podium pour l'instant, voilà, quelques fois en championnat du monde. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ça va de mieux en mieux. Mais bon, voilà, ils partent, on va dire, de loin. Hein. Ils sont revenus l'année dernière de façon très sérieuse. Cette année, c'est l'année de la confirmation. Ils sont capables de coups, hein, mais il n'y a que 2 voitures, contrairement à Porsche où 4 voitures. Toyota, on a 2, mais on l'a rappelé tout à l'heure, hein, ils ont plus d'une dizaine d'années d'expérience en endurance et au plus haut niveau. Mais avec BMW, voilà, BMW comme Cadillac, voilà, c'est des équipes qui peuvent, mais à qui il manque encore un petit quelque chose. Maintenant, on sait qu'ici, c'est Le Mans qui choisit son vainqueur, hein, comme on a l'habitude de dire. Ce qu'on dit. Et est-ce que Le Mans pourrait choisir un vainqueur français? Je crois que ce n'est plus arrivé depuis 2009 avec la victoire de Peugeot. Alpine qui se hisse sur le podium. Est-ce qu'il y a une chance de victoire française? Il y a une chance, ouais, c'est sûr, mais Alpine comme Peugeot, voilà, il y a la réglementation technique, il y a plein de choses. Je pense que ça va être plus dur en termes de performance. Maintenant, on voit les images d'Alpine l'année dernière avec les 2 abandons des 2 voitures qui faisaient une belle performance. Et oui, après seulement 6 heures de course, hein, les 2 voitures avaient rendu l'âme. C'est vrai que ça, c'était un coup dur, hein, pour l'écurie française, hein, qui se faisait vraiment une joie de revenir au Mans et qui plus est d'affronter Peugeot. C'était la première fois dans l'histoire que les 2 constructeurs s'affrontaient aux 24 heures du Mans. C'est partie remise cette année. Alpine sort d'une belle performance à Spa, donc on croise le doigt aussi pour Alpine. Alors Peugeot, on les attend, hein. C'est vrai que ça fait 2 saisons qu'on attend d'eux. Voilà. L'année dernière, ils ont fait de bonnes 24 heures du Mans. Le résultat n'est pas la clé, pourquoi pas cette année. Mais je pense que ce sera quand même difficile pour elles, enfin ça n'engage que moi, hein, dans le top 3. Parmi les 62 engagés, nous avons 3 pilotes sartois. On va commencer par Sébastien Bourdet, pilote en hypercar. Quelles sont ses chances? On sait que lui, Le Mans, c'est l'endroit où il souhaite gagner et où pour l'instant la chance ne lui sourit pas. Oui, il n'y a que là où il a quasiment jamais gagné, quoi, les 24 heures du Mans, puisqu'il a fini à 3 reprises sur la 2e marche du podium avec Peugeot, hein, justement. Le début de la saison est bon. On peut dire que la Cadillac est solide, le moteur V8 tient bien, la voiture se comporte bien. Ils sont dans le coup. Maintenant, il a manqué durant les premières courses un tout petit quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, aux 24 heures du Mans, où tout peut arriver, pourquoi pas, même s'ils ne seront pas favoris. Je tiens à préciser qu'il y a quelques semaines, notre confrère Guillaume Nedelec nous disait qu'il y avait peut-être des chances pour Cadillac cette année. Alors c'était avant les premières courses de championnat, ouais. Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, oui. En plus, il y a 3 Cadillac, hein, cette année. Hein. Maintenant, est-ce que ce sera celle de Seb? On l'espère, hein, pour lui, parce que franchement, il le mérite, eu égard lui aussi à son palmarès en endurance, et puis pour tout ce qu'il a fait voilà, dans le sport automobile. Ce serait un renouveau après Rondo en 1980. Il y en a un aussi qui a terminé sur le podium l'année dernière et qui a retrouvé un volant cette année, c'est Rechat de Gérus en LMP2. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter sur Iron Lynx, qui est une nouvelle équipe pour lui? Comment ça peut se passer? Rechat de Gérus, oui, qui est donc un Sartois d'adoption. Hein, et qui oui, c'est vrai, il est réunionnais de base, mais Sartois d'adoption. Il est en Sarthe depuis plusieurs années maintenant. Hein, c'est vrai qu'il a, fort heureusement pour lui, il a bien rebondi, parce qu'au départ, il devait être au volant de la voiture du Duquesne Engineering, qui n'a pas été sélectionné pour les 24 heures du Mans. Là, il était remplaçant. Exactement, et là, il se retrouve sur une autre voiture engagée dans la catégorie LMP2. Franchement, le LMP2, c'est la bouteille à l'encre. Franchement, ils sont capables d'être premiers comme de rater le podium.
C'est un bon équipage, c'est une bonne voiture, un bon team. C'est un équipage d'expérience en plus. Exactement. Et donc là aussi, je pense qu'on peut raisonnablement espérer une bonne place. Mais bon, 24 heures, c'est long, c'est pas à vous jouer la prendre. Et Le Mans choisit son vainqueur, comme vous l'avez dit. Et puis le dernier Sartois dont on peut vous parler, c'est Arnold Robin en GT3 sur la Lexus numéro 78 du team Acodis. Pareil, qu'est-ce qu'on peut attendre parce qu'elle roule bien depuis le début de saison. Oui, c'est incroyable parce que cette voiture, l'année dernière, avait du mal. Elle était souffreteuse, elle était vieillissante, on peut dire. Et je pense que durant l'hiver, l'équipe Acodis, dirigée par Jérôme Polican, a trouvé le petit truc en plus. Ce qui fait que depuis le début de la saison, cette Lexus roule devant. Ils ont même fait ils étaient première ligne à Spa-Francorchamps lors de la dernière manche du WEC. Et franchement, Arnold Robin tire plus que bien son épingle du jeu. Et cette voiture fait partie clairement des favorites de la catégorie GT3. D'un mot, on va aussi pouvoir parler de retour dans la catégorie hypercar de l'Aston Martin, cette superbe Valkyrie, les 007 et 009 qui sont attendus des spectateurs. C'est un retour qui en appelle d'autres. Ah oui, complètement. Depuis 1959, Aston Martin n'a pas gagné les 24 heures du Mans. Je pense que ce sera juste cette année, c'est le grand retour. Mais venez la voir, venez l'écouter surtout. C'est ça, c'est le bruit. Déjà demain après-midi, dans les rues du Mans, vous allez entendre le vrombissement, le feulement du moteur V8. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Et puis, comme vous le disiez, ça laisse augurer aussi pour les années futures de nouveaux constructeurs qui vont arriver. Hyundai l'année prochaine, Ford qui va suivre, après McLaren. McLaren, exactement. Eh bien, écoutez, une folle semaine qui s'annonce et vous pourrez évidemment la suivre sur LMTV Sarthe où on vous proposera évidemment tous les meilleurs moments et avec vous, Bruno, également. Avec plaisir. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On reste dans le thème des 24 heures, Bruno, restez avec nous. Une semaine avant la course, c'est excitant et Le Mans s'anime déjà. L'arrivée sur le circuit, c'est dimanche avec la journée test, mais pour beaucoup de fans, le premier arrêt incontournable, c'était le pesage de ce vendredi et qui est ce samedi à suivre sur LMTV, je le reprécise. Retour sur une ambiance unique en son genre, entre passion, selfie et signature qui marque le coup d'envoi de la semaine des 24 heures. Anthony Piton et Alexandre Ferrer. Chaque année, c'est le même rituel. Au pesage, on ne vérifie pas seulement le poids, on jauge aussi la ferveur du public. Franchement, moi je suis épaté parce que je ne m'attendais pas à ça. Franchement, déjà au niveau des voitures, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et quand je viens, je vois ça en vrai, je suis vraiment ému là où je suis. Et les sourires sont de sortie. Pour les passionnés, c'est un moment sacré. La première rencontre directe avec les pilotes et les voitures. C'est une super ambiance, c'est très sympa, on peut approcher les voitures, on peut approcher les pilotes, on peut faire des photos, moi j'aime tout ça, donc voilà, c'est un peu les raisons qui font que je viens ici et que je reviens chaque année. Certains ont fait le déplacement depuis l'étranger, d'autres viennent en famille et les spectateurs ne goûtent pas leur plaisir. C'est l'occasion de voir les pilotes de près, de voir les voitures de près, de pouvoir profiter d'une ambiance où il y a moins de monde et en tant que passionné, c'est toujours plaisant de pouvoir s'approcher aussi près des voitures. Les stars du week-end, quant à elles, se prêtent au jeu pendant les vérifications techniques. Ah, c'est super, la seule course qui me fait penser aux 24 heures du Mans de ce côté-là, c'est les 500 miles d'Indy, où les locaux sont vraiment impliqués dans la course et il y a des fans de telle qualité, donc ça nous booste dès le début, on est content d'être là, on est très bien accueillis et vraiment impatient d'être sur la piste dimanche. Dans quelques jours, tout ça roulera à pleine vitesse, mais pour l'instant, on savoure et on prend des photos tant que les voitures sont à l'arrêt. Vous avez compris, on ne parle quasiment que du pesage. Eh bien, c'est normal, place de la République, il n'y avait pas que des voitures, mais aussi des BD. Des dessinateurs et des scénaristes de la saga Michel Vaillant sont en dédicace. L'occasion pour les fans d'acheter les derniers numéros et de discuter avec ceux qui créaient ces bandes dessinées. Le reportage d'Elisa Cribier et Anaïs Frémont. Au pesage des 24 heures, il y a des voitures d'acier et de carbone, et d'autres d'encre et de papier. 4 dessinateurs et scénaristes de la bande dessinée Michel Vaillant rencontrent le public et ils sont nombreux à être venus acheter les derniers livres. Michel Vaillant Légende, donc le 4e de la série, en édition Bulle, comme tous les ans. J'ai vu qu'il était paru, je le sors un peu plus tard d'habitude, mais voilà, donc on a sauté sur l'occasion. Parce que c'est ce vendredi, en ce premier jour de pesage, que le dernier Michel Vaillant est sorti. Un heureux hasard pour cette BD intitulée La course du siècle. On revisite la véritable histoire des 24 heures du Mans de 1967, mais à l'intérieur de laquelle on rajoute une histoire de Michel Vaillant, de Steve Werson et de Jean-Pierre Vaillant, enfin bref, une histoire de la série Vaillant,
on réintègre ça dans la réalité historique. Cette séance dédicace, c'est l'occasion pour les fans de la BD et des 24 heures d'agrandir leur collection. Il y en a un que j'ai commencé, celui de Rondeau, que j'ai acheté dimanche dernier. Bon, il est presque fini, et puis j'ai celui-là qu'on a pris. Certains sont habitués et reviennent tous les ans. La séance dédicace, c'est le petit moment des 24 heures pour bien démarrer la semaine. Bien démarrer la semaine en se mettant directement dans le thème, avec une nouvelle lecture et un dessin personnalisé, en souvenir du lancement de cette 93e édition des 24 heures du Mans. Et un autre événement incontournable de la ville se prépare à un mois des festivités. Inauguré en 2019, le festival d'arts urbains Plein Champ se déroulera du 4 au 6 juillet au parc du Gué de Maulny. Et l'une des expositions ouvre ses portes ce samedi et ce jusqu'au 7 septembre à la collégiale Saint-Pierre-la-Cour. Il s'agit de l'art dans la rue, 60 ans d'art urbain. Nous vous proposerons une visite plus en détail ce lundi dans Au Quotidien avec un reportage. Et ce festival d'art urbain Plein Champ, dans sa globalité, représente un sacré investissement. 1 million sur les 20 millions alloués à la culture. La culture, un élément incontournable de la politique du maire du Mans, Stéphane Le Foll, qu'on écoute au micro de Laure Girard. Tous les grands événements qui sont organisés aujourd'hui, dont celui de Plein Champ, sont calibrés pour être autour d'1 million d'euros en termes budgétaires. Alors c'est pas rien, mais en même temps ça donne une notoriété, une attractivité à la ville. Maintenant on organise des visites touristiques avec l'ensemble des œuvres de Plein Champ et que ça commence à prendre et que ça intéresse. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent et qui, lorsqu'ils choisissent de passer un temps au Mans, intègrent dans leur visite à la fois le patrimoine bien entendu, mais aussi les visites des œuvres, des fresques qui sont à la fois dans la ville et au Gué de Maulny. Donc on voit bien que ça commence à avoir un impact et c'est ce qu'on essaie de développer, de faire venir encore le plus possible de monde. Cette rencontre avec Stéphane Le Foll, c'est aussi l'occasion d'aborder un sujet national. Ce vendredi, le PS élisait son premier secrétaire, Olivier Faure, gagnant d'une très courte tête contre Nicolas Mayer-Rossignol. En 2018, c'est Stéphane Le Foll qui affrontait Olivier Faure. Le maire du Mans disait craindre le pire pour le parti en cas de réélection du premier secrétaire sortant. On écoute sa réaction, toujours au micro de Laure Girard. C'est toujours Olivier Faure, ce sera toujours la même ligne. Ce que je pense profondément, et c'est au-delà des personnes, c'est que politiquement, c'est pas celle qu'il faut si on veut un jour assumer les responsabilités à l'échelle de la France, si on veut un jour gagner une présidentielle. C'est ça plutôt qui me pose question, dans un contexte international, dans un contexte européen, où la montée des nationalismes et des populismes est un enjeu. On ne peut pas raisonner tout le temps avec une gauche de radicalité, alors qu'il faudrait être beaucoup plus rassembleur et avoir des objectifs qui permettent à tout le monde, au plus grand nombre en tout cas, de se reconnaître, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est ça qui me nave, au-delà du fait que Olivier Faure ou pas Olivier Faure, c'est surtout ce qu'il y a derrière qui est navrant. On termine avec un mot de football et un départ et une prolongation au Mans FC. Deux nouvelles, on commence donc par la mauvaise, celle du départ de Gabin Bernardo. Révélé cette saison, le milieu offensif nommé dans le 11 de la saison du National a annoncé son départ de son club formateur sur les réseaux sociaux. Selon nos informations, il rejoindra Nice pour 3 ans. Les Aiglons disputent eux les barrages pour la Ligue des Champions. La bonne nouvelle, c'est la prolongation du gardien remplaçant cette saison, Evan Atfoot. Le portier de 25 ans disputera donc une 6e saison en sang et or et ce sera la première en Ligue 2. C'est la fin d'Au Quotidien. On se retrouve dans quelques instants pour la suite où on vous parlera des jardins qui s'ouvrent ce week-end et notamment ceux de la Cité Plantagenet. C'est dans quelques instants, juste après la pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner aux portes de ce nouveau week-end. Peut-être un long week-end pour les plus chanceux d'entre vous avec le lundi de Pentecôte. Alors nous, on sera là. On va continuer de vous accompagner dans la joie et dans la bonne humeur. Alors pour votre soirée, un ciel plutôt bien dégagé, un temps calme sur l'ensemble de notre département. À l'image de cette carte, vous le voyez, très peu de nuages. Côté température, elles évoluent entre 15 et 16 degrés. Ce sera encore de la douceur, avec 15 degrés du côté de Saint-Calais ou encore pour Laval, 16 degrés du côté de Sille-Guillaume à Sablé-sur-Sarthe ou encore pour Angers, idem au Mans ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de samedi, malheureusement, il faudra composer avec une perturbation, de nombreux nuages au petit matin. Malheureusement, encore quelques pluies faibles. Côté température, celle-ci évolue entre 12 et 13 degrés. Ce sera plutôt bien homogène avec 12 degrés au Mans pour Laval ou encore pour la Flèche, 13 degrés à Pont-Valin, Malicorne ou encore pour la Ferté-Bernard,
Idem du côté de Mamers ou encore du côté de Tours pour votre samedi. Mais dans l'après-midi, cette fois-ci, vous le voyez, un ciel assez variable avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Malheureusement, il faudra encore composer avec un petit risque d'averse, même si cette fois-ci, les averses devraient rester plutôt anecdotiques, de courte durée, mais également de faible intensité. Les températures, elles, comprises entre 19 et 21 degrés, des températures qui seront plutôt dans les normales de saison. Et pour votre tendance, dimanche, toujours un temps calme et sec, vous le voyez, ces averses se feront de plus en plus rares. Température globalement stationnaire entre 19 et 20 degrés. Et pour la journée de lundi, des températures qui vont commencer à grimper. D'ailleurs, la semaine prochaine, il va refaire chaud, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite de Quotidien. On va faire un point sur la qualité de l'air avant de parler avec notre invité. Et comme depuis quelques jours, l'air est moyen, c'est un flux venant de l'ouest et qui amène de l'ozone qui provoque cet indice selon RPI de la Loire. On va continuer de rester dans le domaine de l'environnement et de la nature. Là, on ne va pas parler de qualité de l'air, mais on va parler de qualité de jardin, finalement, avec vos jardins. Bonsoir, Aileen Sharp. Bonsoir. Vous êtes la présidente d'Entre Cours et Jardins. Exactement, oui. Ce week-end, c'est Rendez-vous au jardin. Donc, c'est un autre événement qui se déroule dans tout le département, avec une 30aine de cadres bucoliques à découvrir. Mais on en parle avec vous parce qu'il y a quelque chose qui est prévu aussi dans la cité Plantagenet. Qu'est-ce qui est prévu dans la cité Plantagenet pour vous ce week-end? Donc, l'association a 2 jardins, un jardin Plantagenet qui joue sur le jardin et Plantagenet. C'est un jardin partagé pour des familles qui n'ont pas de jardin, qui ont un parterre. Donc, ces familles travaillent dans ce jardin. C'est très intéressant, c'est très, très beau à voir et ils sont en recherche de nouvelles familles. Donc, s'il y a des familles qui veulent aller jeter un coup d'œil. C'est l'occasion de leur faire découvrir. Exactement. Et on a la grande honneur aussi d'avoir un jardin des simples que nous avons récupéré il y a 6 ans. C'est un jardin médiéval. Et justement, qu'est-ce que ça veut dire un jardin médiéval qui en plus fait attention au changement climatique? Donc un jardin des simples, c'était des jardins dans des monastères où les moines cultivaient les plantes médicinales. Donc on a un petit peu les mêmes plantes et on a un inventaire pour expliquer aux visiteurs les propriétés de ces plantes médicinales, mais aussi pour la cuisine. Donc l'équipe du jardin est là pour expliquer ça. Et avec l'orientation vers le changement climatique, on a installé avec le soutien de Nature en Ville des arches. Parce que dans les jardins des plantes des monastères, des moines partaient dans les jardins pour lire le latin à haute voix. Et on a installé ces arches aussi pour créer de l'ombre. Et en plus, on a enterré dans la terre des oyas. C'est un système d'arrosage qui date d'il y a 2000 ans en Égypte. Et ça fait filtrer l'eau dans la terre et on a besoin de beaucoup moins d'eau que quand on arrose de la surface. Là, si donc il y a plein d'explications comme ça. Ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs, c'est que si vous voulez découvrir, donc il suffit de vous y rendre ce week-end. Le thème général de l'événement, c'est jardin de pierre, pierre de jardin, et vous le respectez à la lettre. Exactement. Donc, cette année, on a invité Élise Foucault d'Elf Création, qui va sculpter notre logo dans la pierre. Le logo d'Entre Cours et Jardin. C'est celui le logo là, je ne sais pas si on peut le voir, c'est très petit. Donc, elle va sculpter. Oui, d'accord. On va sculpter le logo. Elle va sculpter le logo et les visiteurs, quand ils viennent, ils peuvent aussi essayer de sculpter un peu eux-mêmes. Donc, on a ça. Et puis, on a aussi une exposante, Isabelle Blandin, qui fait des étiquettes pour aromates sur des ardoises. Donc, elle est là pour présenter. Et c'est des jolies choses comme ça qu'elle va présenter. Et on peut les acheter. En plus, l'association va être là pour proposer des gâteaux et des boissons. Et il y a l'association Lire et Faites Lire. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a aussi des activités pour enfants qui sont prévues. Il y a 2 activités enfants. Le samedi, il y a Lire et Faites Lire qui vont présenter des histoires autour des jardins. Pour tous les âges, c'est de 10h à 18h pendant tout l'événement. Et le dimanche, nous avons créé un concours de peinture, de dessin. Pour impliquer les enfants un peu plus. Exactement, on va inviter les enfants à dessiner leur jardin de rêve.
Il y a beaucoup de choses donc, qui sont prévues. Avant, pour cet événement, vous ouvriez seulement les jardins. On sait qu'il n'y a pas d'entrecours et jardins qui aura lieu en octobre. Est-ce que c'est un moyen de compenser? En fait, ça fait 3 ou 4 ans que nous faisons 3 événements par an. La grande fête, rendez-vous au jardin et les journées de patrimoine au mois de septembre. Et parce que l'équipe était un peu trop épuisée et on cherche des renforts, on a décidé cette année de gonfler tout ce qu'on fait autour de ces 2 autres événements pour proposer des activités pour enfants, pour adultes, pour compenser un petit peu. Et aussi pour inciter les gens de venir découvrir la cité Plantagenet. Et peut-être même de recruter de plus en plus de bénévoles. D'ailleurs, je peux réorienter vers votre site internet où vous pouvez voir un petit peu tout ce qui se fait. C'est entrecourssetjardins.com. Vous avez le lien juste en bas de votre écran. Pour revenir sur le fait que cet événement n'ait pas lieu cette année, est-ce que c'est le moyen de faire une pause et d'insuffler un nouveau souffle pour de prochaines éditions? Oui, parce que nous avons fait le calcul, nous sommes à 5 plein temps. Et ça, c'est énorme pour une association. Pendant la fête, nous mobilisons 300 bénévoles. Mais on a besoin de plus de soutien au sein de l'association. Et nous avons recruté 4 nouveaux membres du CA, entre autres Laurence Piccolo, qui est une journaliste qui vient de partir à la retraite. Donc ça va beaucoup nous aider à partager les tâches. Oui, parce que là, vous étiez beaucoup à être, vous étiez justement très peu à être très actif. C'est ça. Et en plus, avec l'arrivée de Gabriela comme secrétaire de l'association, elle a introduit dès l'année dernière un programme d'activités pour nos adhérents. Donc il y a des activités tous les mois. Des visites. Ça permet de fédérer également. Exactement. Est-ce que ce type d'événement, ce week-end, les rendez-vous au jardin, c'est un moyen pour vous de faire de la pédagogie et même les journées du patrimoine, mais d'inciter les gens à rentrer dans cette association? Oui, aussi pour les visiteurs, de montrer ce qui est possible maintenant avec un jardin, même un tout petit, et aussi de penser à l'environnement. Et avec le jardin partagé aussi, c'est dans la même optique de montrer comment on peut vivre en harmonie avec l'environnement. Messieurs, est-ce qu'on peut rassurer nos téléspectateurs? Normalement, il y aura une édition 2026. Ah oui, ça c'est sûr, on est déjà dessus. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle. Si vous avez envie de devenir bénévole et de rejoindre l'association, vous pouvez la contacter par mail entrecourssetjardins@gmail.com. La fiche s'adresse juste en bas de votre écran. Je présume que vous avez toujours besoin de bénévoles. Oui. Oui, on en a toujours besoin dans les associations. Et on a encore une idée, on aimerait bien, parce que ce jardin des simples, il est magnifique, on aimerait bien commencer à l'ouvrir le dimanche après-midi au mois de juillet et août. Donc, et pour ça, on a besoin de monde. Et si vous avez besoin d'avoir d'autres informations ou d'autres visuels sur l'association, le mieux, c'est de vous renseigner sur la page Facebook, Entrecours et Jardins _6 Cité Plantagenet _6 ou sinon sur le compte Instagram @entrecourssetjardins_8_ officiel. Merci beaucoup Aileen Sharp d'être venue sur notre plateau. Je vous en remercie pour l'invitation. C'est la fin d'Au Quotidien. Dans quelques instants, c'est les Sartois du Web avec Aurélien Caillos où on parlera notamment avec Julie Fontaine qui a vécu 18 mois au Canada et elle nous raconte son périple. On vous le rappelle, ce samedi, le pesage à suivre sur notre antenne dès 9h. Et puis votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est lundi, une édition qui sera forcément consacrée aux 24 heures après la journée test. Merci à vous de nous avoir suivis et d'ici là, passez de bons moments sur notre antenne. Bonne soirée, salut.